Salut, c'est Alexis de Contournement. Bienvenue dans notre podcast sur les technologies no-code, des technologies sur lesquelles on forme, donc si ce dont on parle dans l'épisode vous interpelle, n'hésitez pas à regarder ce qu'on propose. Alors, pour ce 25e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vladimir Ustinov, le cofondateur de From Your Couch, un projet super intéressant qui propose des expériences de visite guidée à vivre depuis son canapé. Plutôt pertinent en ce moment. Alors vous vous en doutez, il a lancé tout ça avec son associé sans écrire une ligne de code, et donc forcément on lui a demandé de nous raconter tout ça en détail. À mon avis, il y a plein de bons conseils à prendre pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui n'ont pas accès ni à des développeurs ni à des designers. Vous allez voir, il y a plein de super astuces, d'autant que Théo, notre expert Webflow préféré, était de passage, donc il s'est joint à la conversation pour lui aussi proposer un petit peu sa vision des choses. Allez, je vous laisse avec la conversation. À bientôt. Bonjour Vladimir, bienvenue dans le podcast de Contournement. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré un épisode en physique, donc merci beaucoup d'être venu dans nos bureaux. Ça fait vraiment plaisir de ressortir les micros, d'avoir l'occasion d'être autour d'une table pour se rencontrer en vrai, ça change un peu. Alors on a également un guest de dernière minute, en personne de Théo, qui était de passage à Paris, donc expert Webflow avec qui on vient de sortir justement une formation à cet outil. Voilà, donc comme je savais qu'on allait pas mal parler pour tes projets de Webflow, je me suis permis de proposer à Théo de se joindre à nous. Alors pour en revenir à toi, donc tu es le cofondateur de From Your Couch, donc une jeune startup dans le domaine du voyage que tu as bootstrappé notamment en utilisant des outils no-code, et tu vas nous raconter tout ça en détail, et on va aussi expliquer ce que c'est bootstrapper, même si on utilise souvent ce mot. Et puis donc on va aussi expliquer pourquoi vous êtes en train de passer à des solutions plus techniques, à du code. Donc voilà, comme ça on va comprendre un peu les limites que tu as atteintes, ça c'est aussi hyper intéressant à aborder. Alors pour l'anecdote, c'est Nightic en fait de MemberStack qui m'avait envoyé le lien de ton site. Quand je lui ai demandé des beaux exemples de projets français qui utilisaient MemberStack, on expliquera aussi ce que c'est MemberStack tout à l'heure. Voilà, et c'était cool parce que en fait j'ai bien aimé ce que vous faites. Je trouve que c'est vraiment hyper chouette comme projet. Voilà, donc on va parler de tout ça. Plein de choses à évoquer. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Vladimir pour les intimes. C'est un nom bien sûr russe. Je suis né en Russie, j'ai grandi en France, en banlieue parisienne toute ma vie. Et en gros, j'ai fait un parcours assez classique où j'ai fait Dauphine, donc c'est un peu un mix entre université et école de commerce. Là-bas, je me suis bien amusé, j'ai organisé des festivals de musique, c'était cool. J'ai fait des stages dans des trucs qui n'ont rien à voir les uns entre les autres. J'ai fait du business développement en start-up, du business développement consulting en innovation. Après, j'ai fait du M&A en pharma, donc des trucs qui n'ont vraiment rien à voir. Et pendant ces années, dans l'asso où j'organisais des festivals de musique, j'ai rencontré Amine, donc le cofondateur que j'ai sur ce projet aujourd'hui. À la fin de mes études, j'ai fait un M2 de management de l'innovation à Polytechnique. C'est un master un peu spécial où tu es en recherche-innovation. Donc tu fais à la fois de la recherche et à la fois tu pratiques cette recherche en fait sur le terrain dans une boîte. Donc c'est là où j'ai fait du M&A en pharma. Et à la fin de ça, en fait, moi ce que je voulais, c'était rejoindre une place forte de l'écosystème startup français, parce que j'ai toujours voulu monter une boîte. J'ai essayé de monter une boîte quand j'étais étudiant qui n'a pas marché. Un truc où on agrégeait des documentaires et on les liait en fait à des moyens d'action. Donc l'enjeu c'était de se dire, tu regardes un documentaire pendant 1 heure, t'es super sensibilisé sur le sujet à la fin, c'est le moment où t'es prêt à agir, 4 minutes après t'es passé à autre chose. Donc c'est le moment en fait où on voulait pousser des moyens d'action. Ça n'a pas du tout marché parce que on avait un problème un peu de fit, de manière de travailler avec mon cofondateur, et on était encore étudiants, donc on n'était pas à fond en fait dans le projet. Est-ce qu'il y avait du no-code là-dedans ou c'était techniquement... Non, on a tout codé et c'était une erreur. Une erreur, on aurait très bien pu le faire en no-code. Mais oui, en gros, on a passé beaucoup de temps à faire du product pendant 6 mois sans rien sortir à la fin parce qu'on n'était jamais satisfait, donc c'est mort dans l'œuf. Et donc voilà, en sortant de mes études, je me suis dit je veux être dans l'écosystème startup, je veux pas monter une boîte maintenant parce que j'ai aucune raison de monter une boîte maintenant, je vais pas le forcer. J'ai personne, j'ai rien, je vais pas essayer de me dire vas-y, je veux trop monter une boîte, ça n'avait pas trop de sens. Par contre, je voulais vraiment me rapprocher parce que même si j'avais consommé beaucoup de contenu, essayé de monter un truc et tout, j'avais pas non plus l'impression de maîtriser le sujet, de vraiment comprendre c'est quoi l'écosystème startup. Et il y avait un lieu pour moi qui était tout indiqué, c'était The Family, parce que c'était avec eux que j'ai beaucoup appris sur le sujet. J'ai
j'ai beaucoup consommé contenu, je suis allé à des événements, etc. Je les suivais, j'aimais beaucoup la vibe, j'aimais beaucoup la culture. Donc je me suis dit, si je suis là-bas, c'est le meilleur endroit pour apprendre, quoi. On peut dire que c'est quand même un peu le centre de l'écosystème startup à Paris, quoi. En termes d'éducation, en tout cas, c'est vraiment ceux qui ont changé l'écosystème, en tout cas. Ça, c'était en quelle année à peu près? Quand je suis rentré, c'était il y a 2 ans, c'était en 2018. D'accord. Donc je suis rentré chez eux dans un process un peu spécial, c'est toujours un peu spécial chez The Family, et j'ai rejoint sur la partie éducation, donc j'organisais les événements de The Family, et aussi je gérais pas mal la partie contenu. Donc en fait voilà, tout ce volet éducatif qui permet en fait à The Family de se créer une marque, éduquer l'écosystème, éduquer les gens sur comment monter des boîtes. Et après en fait c'est le bon moyen pour ces gens après de les rejoindre dans le portefeuille. Donc pour les gens qui connaissent pas The Family, c'est une boîte qui en gros accompagne des entrepreneurs à l'échelle européenne. C'est une structure qui les accompagne sur le long terme, donc un peu différent d'un incubateur classique où tu rentres et tu restes à The Family jusqu'à ce que tu meurs ou tu te fasses vendre. Je crois qu'il y a un endroit où c'est marqué, donc ça s'appelle aussi un peu The Family parce que la famille tu la quittes jamais, quoi. Exactement. Et c'est le truc un peu de éducation, un peu les startups c'est des enfants, on les éduque, donc on leur donne accès à du knowledge, de la connaissance avec les événements, le contenu, etc., à du réseau, à des financements, etc. On les aide en fait à devenir indépendants, entre guillemets, quoi. C'est un peu le pitch. Et donc je suis resté chez eux pendant 1 an et demi et je les ai quittés là en mai pour me lancer sur ce projet. Ok, super, on va revenir dessus. Théo, si tu as des questions, n'hésite pas. Pour les gens qui ne te connaissent pas, il y a un épisode entier où tu te présentes. Je crois que c'est le 3e épisode du podcast, donc voilà, j'invite les gens à l'écouter. Oui, juste une petite question sur ton profil. Donc, dans tes études, tu as fait un peu de code, t'as un petit background tech, on va dire, ou non, pas trop, Adobe? En fait, quand j'ai essayé de monter cette boîte avec mon associé, donc c'était il y a je sais plus combien d'années, il y a quelques temps, on avait un peu appris à coder. Enfin, lui, il avait commencé à apprendre à coder de son côté, il s'était mis à fond. Moi, je faisais un stage en parallèle. En fait, c'était pendant notre année de césure. Donc, moi, ma première moitié de césure, en gros, je faisais un stage. Et lui, il avait commencé un stage, il a tout de suite arrêté parce que ça le faisait chier. Et il a commencé à apprendre à coder tout seul. Okay, donc, il est devenu très chaud très vite. Learning curve très impressionnante. Et moi, j'avais un peu appris, mais j'étais beaucoup moins bon. Donc, en gros, lui, il gérait toute la tech. Moi, je l'aidais sur certains trucs de front. Donc, je faisais un peu de HTML, CSS, petit bout de JavaScript, mais pas grand-chose, quoi. Et je gérais pas mal le contenu. Parce que nous, on avait une question de cataloguer, d'agréger, de cataloguer du contenu. Donc, c'était une tâche assez chronophage dont je m'occupais. Voilà, donc j'ai des petites connaissances, j'y suis plein de petits cours, etc. Tout en me rendant compte que ça sert à rien de suivre des cours si tu les appliques pas sur un projet concret. Mais voilà, donc j'ai des petites connaissances, mais je peux pas non plus construire un produit en codant, quoi. Ok, non mais c'est bon à savoir pour justement ce sur quoi on va discuter après de Webflow, etc. Donc c'est toujours aussi, j'aime bien savoir un petit peu, tu vois, quelles sont les connaissances que les gens avaient au moment où ils ont commencé avec ces outils no-code. Et bah du coup, je veux bien que tu nous racontes, que tu nous expliques ce que c'est From Your Couch, vraiment déjà le concept, et puis un petit peu pour qu'est-ce qui t'a motivé pour le lancer, et puis après on parle un petit peu comment vraiment techniquement vous l'avez lancé, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, From Your Couch, c'est un site où tu peux visiter un lieu. Ça peut être un lieu naturel, ça peut être un lieu touristique, ça peut être un quartier, ça peut être une ville entière, etc. À l'aide de fichiers audio, en fait, d'audio, qui se veulent immersifs, narrés, et d'une couche visuelle qui est faite aujourd'hui sur Google Earth, qui permet en fait d'être vraiment dans la rue en street view, ou de voir les bâtiments en 3D, de voir des images, des photos, en fait, d'avoir ce côté un peu visuel que tu as quand tu visites vraiment un lieu dans la vraie vie. Ces contenus-là, en fait, ils sont créés par des guides touristiques. Donc nous, on a créé une communauté de guides qu'on a éduqués sur la création de ce contenu. Et aujourd'hui, on a une 40aine de contenus dans une 15aine de pays différents. Donc on a des guides vraiment du monde entier. Donc c'est un modèle assez simple où aujourd'hui c'est un modèle transactionnel. Donc en fait, toi en tant qu'utilisateur, il y a pas mal de contenus que tu peux visiter gratuitement. On en a une dizaine que tu peux faire ces visites si tu as envie. Et après, on a d'autres que tu achètes à l'unité. Donc c'est des prix entre 2 et 6 euros environ
le fichier, quoi. Et je suis allé voir ce matin, du coup, et c'est cool parce que pour tous les contenus, il y a un petit extrait aussi. Donc ça m'a permis de découvrir un peu l'univers, et j'ai trouvé ça assez chouette. Vraiment, comme tu dis, c'est narré. Il y a aussi une petite ambiance sonore. Et c'est assez chouette, quoi. Ça m'a vraiment donné envie, juste en écoutant là, les extraits, d'en voir plus. Donc je testerai vraiment l'expérience un peu plus immersive, mais c'est vraiment c'est pas un guide juste qui te raconte un truc, quoi. C'est ça que je trouve intéressant. Ouais, c'est ce qu'on voulait, c'est que ça soit vraiment immersif, dans le sens où, en effet, t'as les musiques, t'as les effets sonores. Après, chaque guide le fait à sa manière, donc t'as de tout. T'as de tout, à la fois au niveau qualité, au niveau immersion et tout. Mais ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, on voulait que les guides partent vraiment d'eux-mêmes et que chaque contenu soit unique et non réplicable. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est toi, t'es guide, toi, t'as ta manière de faire cette histoire, t'as ta manière de raconter ça, bah fais-le à ta manière, pars de toi, et embarque-nous, quoi. Nous fais pas une visite guidée chiante, quoi. Embarque-nous. Donc c'était un peu l'enjeu. Il y en a une, par exemple, j'avais vu, il me semble, si j'ai bien compris, c'est une personne qui parle de Paris à travers les yeux de la Tour Eiffel. Mais qui parle comme si c'était la Tour Eiffel, qui te racontait. Ouais. Et non, mais je trouvais ça, c'est un concept, quoi. Je n'ai pas tout écouté, donc je sais pas, mais je trouvais ça assez cool. Non, mais c'est pour ça qu'on est parti des gens, parce qu'on voulait en fait qu'on ait cette diversité, quoi. Parce que quand tu fais ton contenu toi-même, forcément, c'est beaucoup plus homogène, ce qui est une bonne chose en termes d'expérience, mais aussi une moins bonne chose en termes de diversité de contenu, quoi. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ce concept, en fait, moi, il y a 10 ans, c'est dans une autre vie, mais j'ai fait un site en ligne sur le voyage, en fait, première startup que j'ai essayé de faire, aussi un peu échoué, même si on a quand même pas mal travaillé dessus. Et en fait, nous, c'était vraiment autour du voyage physique, mais dans notre manifeste, on avait un truc comme ça qui était entre les voyages, tu peux aussi voyager de chez toi. Il y a cette expression en anglais, je crois que ça s'appelle armchair travelers, donc le voyageur dans son fauteuil, quoi. Et je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment ça, et ça m'a bien parlé, quoi. Tout le monde ne peut pas voyager, malheureusement, et encore plus on le sent tous en ce moment. Enfin, je veux dire, moi, honnêtement, dans cette situation qu'on vit, ce qui me manque le plus, peut-être, c'est de voyager, quoi. Un peu de faire la fête aussi, bon, c'est annexe. Et donc, non, je trouve que c'est vraiment une belle idée, quoi. Comment vous trouvez les guides, juste par curiosité, un peu. Les guides, c'est un truc sur lequel on a passé beaucoup de temps au début, un truc où on a beaucoup tâtonné, essayé pas mal de choses, pas mal de canaux d'acquisition différents, etc. C'est mon cofondateur qui a fait ça. Il a au total fait genre 250 appels avec des guides, donc il a vraiment essayé de parler avec plein de gens, essayer de les comprendre. Et le truc qui marchait très bien, c'était tout simplement LinkedIn, par exemple. T'as plein de guides touristiques sur LinkedIn. T'en as genre, je sais plus, 50 000, je crois, sur LinkedIn, donc tu peux y aller. Tu leur envoies des petits messages sympas, tu les ajoutes, tu leur envoies des petits messages. Après, nous, on faisait des calls avec chacun parce qu'on voulait en fait valider leur motivation. En fait, on voulait pas une communauté de volume, ça servait à rien. On voulait vraiment que des gens qui étaient embarqués, avec qui on allait passer du temps et qui allaient vraiment faire des choses, quoi. Parce que, par exemple, au début, on avait beaucoup de guides d'un coup. Mais il n'y en a qu'un qui avait fait du contenu au bout de 1 mois, tu vois. Donc on s'est dit, ok, il y a un problème, tu vois. Vous n'êtes pas dans une logique de plateforme où genre n'importe qui peut venir s'inscrire, créer son expérience et la partager, et puis voir. C'est vous qui choisissez les gens. En fait, c'est un travail continu pour nous. C'est ce trade-off entre la qualité et le volume, quoi. Donc nous, au début, on s'était dit du volume, après on s'est dit en fait la qualité c'est important, et même là aujourd'hui on va encore revenir vers plus de qualité. Donc c'est le cœur de ton expérience, c'est dur de le hacker, on va dire. Donc il faut faire assez attention à ça, surtout sur quelque chose qui est pas normal, qui est pas une commodité, si tu veux. Ok, si tu fais une plateforme où tout le monde écrit des articles, c'est un truc ouvert, tout le monde écrit des articles, et après les gens ils évaluent, tu vois. Mais nous, c'est un nouveau format et tout, donc on a plus besoin de contrôle, quoi. Ouais, et puis de montrer l'exemple, en fait. Parce que même pour les articles, en réalité, tu peux choisir, soit c'est complètement ouvert, n'importe qui peut faire des articles sur n'importe quoi, ce qui est honnêtement un peu de chance de marcher aujourd'hui. Par contre, peut-être tu peux dire on fait des articles sur un tel sujet, dans un tel style. Et puis, donc, c'est toujours mieux au début de montrer l'exemple
et puis après ouvrir, et les gens savent que après il y en a qui peuvent se perdre et mettre des trucs qui n'ont rien à voir, mais ils seront, t'auras impulsé le premier truc, quoi. Bah, ces contraintes, c'est ça qui stimule la créativité, quoi. Ouais. Donc, non, c'est intéressant. Alors du coup, raconte-nous un petit peu comment s'est passé la création, le lancement. Il y a à la fois le côté technique, forcément, qui nous intéresse, et puis un petit peu j'ai envie de dire le côté l'acquisition, tout ça, comment vous avez vos premiers utilisateurs. Tu nous as parlé des guides, mais du coup, il y a l'autre volet, qui va venir consommer tout ça, quoi. Donc la création, nous, donc on a commencé environ en mai. L'enjeu pour nous, c'était d'aller très vite, parce qu'on avait en fait une vision assez claire de notre produit, et on était dans un moment de l'histoire assez spécial. On l'a tous vécu, on était tous chez nous, on n'avait rien à faire. Les gens, ils cherchaient une nouvelle expérience, et en fait, nous, la jeunesse de l'idée, en fait, nous, c'est même pas des trucs en ligne de base qu'on voulait faire. Nous, c'était vraiment des visites dans la vraie vie, quoi. Donc, on voulait en fait avoir cette communauté de guides qui crée des audios pour que tu visites des lieux dans la vraie vie, mais que tu aies une diversité, une unicité de contenu quand tu visites un lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas dans un musée, tu vas dans le Louvre, tu as un audio guide pour le Louvre, pour des millions de personnes qui sont toutes différentes. C'est pas normal. Et les audio guides sont rarement bien, les visites guidées sont chères et rarement bien, etc. Donc nous, on voulait vraiment essayer de créer une expérience auditive. T'as plein de boîtes qui sont lancées sur ça. En plus, juste pour revenir sur le truc du Louvre, c'est marrant parce que tu peux avoir différentes manières de visiter le Louvre, quoi. C'est-à-dire que l'audio guide, il est complètement objectif, mais tu pourrais avoir un guide qui ferait un truc un peu, je sais pas, on peut imaginer plein de trucs, tu vois. Nous, on avait une idée à une époque de faire des fausses visites guidées, tu vois, où le guide, il raconterait n'importe quoi, en fait. Truc tu vois, ils allaient là dans cet immeuble, il y a quelqu'un qui a vécu ces trucs qui n'auraient rien à voir, mais ça pourrait être très drôle, ça pourrait être un peu poétique, on peut imaginer plein de choses, quoi. C'est ça. Mais tu peux raconter une ville de tellement de manières différentes que c'est pas normal qu'aujourd'hui ça soit ennuyeux et standardisé à ce point, quoi. C'est ça, c'est ce côté standardisé, je pense auquel on peut échapper. Nous, c'était vraiment la première frustration qu'on avait, quoi. Sauf qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de boîtes qui ont essayé de se lancer sur ce créneau. Je sais pas, il y a eu une trentaine d'apps qui ont essayé de se lancer sur ça. Okay. Et on avait du mal à comprendre pourquoi. La première intuition, c'était vraiment le contenu. Donc le contenu était à nouveau très standardisé, très audio, très robotique. Donc on s'est dit, c'est pour ça qu'on a fait qu'on a commencé à aller chercher des guides et qu'on vraiment voulait travailler du contenu un peu unique. Et le deuxième truc, c'est, on pense qu'il y a aussi un effet de rétention, c'est-à-dire que la personne va utiliser ton application une fois tous les 6 mois quand elle va visiter un truc, elle va plus jamais revenir dessus, tu vois. Alors que si tu arrives à faire en sorte que les gens, en fait, ils visitent toute l'année, là, tu as de la rétention. Donc on s'est dit, il y a ce truc, il y a le Covid. Le Covid, il a fait qu'il y a eu une explosion de la demande pour les visites virtuelles. Donc en fait, c'était en termes de Google Tendance, t'avais juste rien. T'as eu un pic de demande pour visites virtuelles. Donc c'était un truc, un nouveau terme limite qui a émergé. Et tous les guides touristiques, ils avaient plus de travail, donc ils étaient ouverts à tester des trucs et se réinventer. Donc on s'est dit, ok, il y a un momentum un peu, donc essayons de faire ça, essayons de créer un produit assez rapidement. Le premier truc, c'est que nous, on voulait quand même de base faire une app, parce que on voulait quand même de base faire de l'audio, et donc l'audio, c'est quand même plus adapté à une app. Sauf que pour faire une app cool aujourd'hui en no-code, il n'y a pas 50 000 solutions. En tout cas, on ne les a pas trouvées pour vraiment faire une expérience app. Donc on s'est dit, pas grave, de toute façon, là, on crée une marque qui s'appelle From Your Couch, qui est depuis le canapé. Les gens, ils sont chez eux, ils sont derrière leur ordi. On fait un truc qui est assumé desktop. Et on essaie aussi de penser à cette couche visuelle qui essaierait de sublimer l'audio. Donc on a testé plein de trucs, on a cherché plein de trucs, et on a trouvé en fait une fonctionnalité de Google Earth qui te permet de créer des tours dans Google Earth. Donc en fait, tu as des scènes en 360, en 3D, tu peux mettre des covers, des vidéos, tu peux tout mettre, tu peux vraiment le faire à ta manière, et c'est des scènes que tu enchaînes. Donc comme dans une visite dans la vraie vie, où en fait on va te faire, on va regarder ça, et après on va au truc d'après, on regarde ça, etc. Donc c'est un peu le même truc. On s'est dit super intéressant, donc assumons le truc desktop, assumons le truc, on le fait depuis chez soi, et créons des audios avec un visuel en utilisant ça, quoi. Donc là forcément on s'est dit qu'on pouvait le faire nous-mêmes, parce que pour le coup pas trop de barrières à l'entrée technique, quoi. Et donc on a commencé à chercher des solutions no code,
Et voilà. Donc je sais pas si tu as des questions avant que je rentre dans les détails. Si j'avais une question sur du coup là sur les, c'est vous qui créez la partie visuelle de chacun des, ou c'est les guides qui le font? C'est vous qui voulez vous, et alors du coup comment vous les avez formés? Vous leur avez montré là justement cet usage de Google Earth? Ouais, nous en fait on a créé une communauté. Là au final aujourd'hui on a une centaine de guides qui sont très très impliqués dans un Discord. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place plein de trucs. On avait en fait une espèce de handbook, une espèce de tutoriel dans Notion évolutif qu'on alimentait au fur et à mesure du retour, où en fait ils savaient comment faire de A à Z tout. Donc ils arrivaient, on leur disait lis ça, tu lis ça, c'est tout. T'as tout. Donc t'as vraiment le recording, l'enregistrement, le niveau storytelling, comment tu fais, comment tu travailles avec nous, etc. Donc t'avais toutes ces infos. Après ils faisaient des calls entre eux, des random coffee toutes les semaines. D'accord. Donc ils ont commencé à se parler, à devenir potes. Il y en a, ils se sont même vus dans la vraie vie, etc. Donc en fait ils ont commencé à se sentir très très à l'aise. Il y en a qui nous disaient qu'ils avaient l'impression d'être dans une famille, etc. Donc c'est vraiment un truc assez fort, tu vois, qu'on a réussi à créer. C'est intéressant parce qu'il y a tout un volet en fait animation de communauté donc, finalement dans ce projet qu'on voit pas, qui est pas la partie visible, mais qui est pour vous j'imagine très important quoi. Ouais, c'est limite un des trucs sur qui on a passé plus de temps. Ouais. C'est hyper intéressant. Et donc du coup là-dessus donc Discord, donc il y a un chat comme Slack, Notion, et puis l'animation de vous. Animation, beaucoup de trucs. On faisait aussi des workshops toutes les semaines. Sur un sujet précis. Donc, par exemple, on a fait un workshop Google Earth. Genre vraiment, il y a plein de tutos et tout qu'on leur avait envoyé, mais on s'est dit, ils ont besoin de plus, ils ont besoin du côté personnel. On a fait des workshops sur storytelling, sur comment bien travailler ta voix pour qu'elle soit cool, sur l'édition audio, comment après ton recording, comment tu vas éditer ton audio pour enlever le bruit d'ambiant, faire en sorte que ta voix elle soit cool, comment tu mets les effets sonores, la musique et tout. Enfin vraiment, on a tout fait. Et on faisait même à la fin, on a même commencé à faire des team meetings avec les guides entre guillemets. On leur présentait tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, les enjeux, des trucs à venir, etc. Donc on a vraiment réussi à faire quelque chose de soudé à ce niveau-là. Ok, non, ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est une partie moins technique évidemment, mais qui est hyper importante et que, enfin, on parle beaucoup en ce moment des communautés. Enfin, je veux dire, tous les startups, c'est un peu le Graal aussi, avoir une communauté. Et c'est vrai que la production de valeur pour vous, des guides, c'est hyper intéressant. Écoute, oui, raconte-nous un peu du coup comment vous avez créé le produit en lui-même. Enfin, en tout cas, la partie visible du produit. Pour le produit en lui-même. Moi, en gros, j'avais déjà créé un premier site sur Webflow, juste avant, en fait, 2 mois avant. Parce qu'avec mon même pote, avant le confinement, avant le coronavirus et tout, on voulait lancer un petit side project, une petite muse, où en fait, on faisait de la captation vidéo. Mais en fait, on faisait un peu un service un peu productisé, où en gros, on avait automatisé pas mal de choses en back-end pour que les gens qui veulent de la captation vidéo super quali, pas cher, sur Paris, ils arrivent, ils aient des calls directement avec nous, et après on leur envoie des devis automatiques, et en fait on avait une personne en fait, avec qui je travaillais à The Family qui lui faisait des captations vidéo vraiment très cool et très mobile. En fait il a créé un hardware de régie mobile pour faire des captations vidéo de super qualité, même en live, etc., sans avoir de setup de régie sur place, tu vois. Donc si tu as besoin de faire des événements de temps en temps parce que tu n'as pas envie d'investir dans une grosse régie, tu peux faire ça, et c'est bien mieux que juste une petite caméra en termes à la fois d'efficacité, de rapidité, de réactivité et tout. Donc on s'est dit on va lancer ça. Ça c'est intéressant, il faudra que tu nous mettes en contact avec lui, ça peut nous intéresser au passage. Ouais, lui là il s'y remet. Mais en gros on voulait lancer ça, et coronavirus, confinement, plus aucun événement physique, donc forcément c'était un problème. Et on avait même une vision assez claire, on voulait faire de la captation vidéo à l'unité, après faire des forfaits, faire aussi de l'accompagnement événementiel autour de ça pour améliorer ton événement et donc ta captation et ton contenu et tout. Donc on avait un truc assez cool en tête qui aurait pu faire une belle muse, mais bon, c'était aussi tué dans l'œuf. Mais donc j'avais fait un premier site sur Webflow avec quelques petites automatisations derrière assez simples, hein. T'avais un Typeform, et après à partir de Typeform on automatisait quelques trucs,
Et donc, en gros, quand on s'est dit qu'on allait se lancer sur ça, moi, je me suis dit, je vais le faire sur Webflow. Donc, j'avais déjà fait du Wix, j'avais fait du Joomla aussi, il y a longtemps, infernal. J'ai fait jamais du Joomla. Infernal. Et ouais, après, de toute façon, c'était un peu soit Bubble, soit Webflow dans ma tête. Vu que j'avais déjà fait un site sur Webflow et je voyais à peu près ce que je pouvais faire, que c'était pas trop compliqué, je me suis dit Webflow. Et quand je suis tombé sur MemberStack en plus, je me suis dit, voilà, go. Parce que là, comme je vous ai dit, c'est un modèle un peu. T'as des contenus gratuits et des contenus à l'unité, mais de base, on voulait faire un truc de souscription, quoi. Donc, MemberStack était tout à fait indiqué. Ok. Juste une question par rapport à Webflow. Vous avez un designer dans l'équipe ou comment vous avez. Non. En fait, mon pote, il a un bon œil. Ah ouais, clairement. Ouais. Non, mais parce que justement, je trouve que le site est assez chouette. Le site est vraiment sympa. Ouais. En fait, je découvre le site là depuis le début de l'interview. En même temps, en parallèle, je découvre aussi Google Earth, les animations Google Earth que je trouve absolument dingues et que je découvre aussi. Et franchement, l'œil graphique est incroyable. Les petites animations 3D. Enfin, je trouve qu'on est vraiment sur de l'humain. On fait découvrir quelque chose de culturel, mais de manière un peu fun et plus sympa. Je trouve que ça change vraiment de l'audiobook, du guide stérile du Louvre. Ouais, on est loin. C'est vraiment c'est une autre expérience. Franchement, j'invite à découvrir le site, rien que ça, il vaut le détour. Ouais. Les illustrations, vous les avez trouvées sur Adobe Stock. Ouais. Okay. Non, mais c'est une super. Il y a des super manières de faire. Qui nous correspondaient énormément en plus. Ouais. On aimait bien ce style un peu 3D. Purement, juste on aimait bien. On a pris la police de Zenly. On a pris des illustrations. On a fait une landing en 2 semaines juste pour choper des mails. Et la landing, on avait fait un truc un peu spécial où en gros, quand tu donnais ton mail, en fait, on t'envoyait un faux billet d'avion par mail. En fait, tu pouvais scanner un QR code sur le billet d'avion et ça t'emmenait vers une salle d'attente. Donc ça, il n'y a plus ça aujourd'hui, mais ça t'emmenait vers une salle d'attente où en fait, dans la salle d'attente, tu avais genre un counter du nombre de gens qui étaient sur la waiting list et tu avais genre une image de salle d'attente d'aéroport et tu avais un audio avec un peu un bruit d'annonce d'aéroport pour te dire voilà, c'est en cours, ça arrive, etc. Donc on avait un peu fait ce truc qui a eu plus ou moins plu. Des gens ils comprenaient pas le délire, mais nous ça nous a kiffé. Donc nous voilà, on a essayé un peu de créer un peu une marque un peu plus cool sur ce sujet qui peut a priori être un peu ennuyant, quoi. Et après en fait on a utilisé Figma pour faire des mock-ups, on a travaillé sur ça avec mon cofondeur ensemble, on itérait, et après on a construit le site petit à petit. Et moi après j'ai fait beaucoup de tests utilisateurs, donc j'ai fait une 30aine de calls pendant 1h30 avec des utilisateurs. En fait je les observais sur le site, j'essayais de comprendre et j'améliorais petit à petit le site. Mais c'est intéressant parce que c'est sur la partie design, c'est un sujet dont on parle avec Théo, tu vois, c'est comment on fait. Moi je suis nul en design par exemple, donc je sais me servir de Webflow, mais comment je fais pour faire un beau site, un truc cool tout seul, tu vois. Et je trouve que tu vois, là t'as donné déjà quelques petites astuces, ouais. Tu vois, par exemple reprendre des typos d'un site que t'aimes bien. Tu vois, il faut pas s'aventurer. En fait, moi, je trouve que quand ton œil n'est pas exercé, que t'as pas cette culture du design, le plus simple, c'est de copier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bête, hein, mais quand je dis copier, s'inspirer. Mais bon, je veux dire, à un moment, de toute façon, on s'inspire tous de quelque chose. Ouais. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est malin. Trouver un univers graphique. Puis bon, après, les couleurs, tout ça, ça, c'est une question de goût un peu. Il faut. Ouais, mais en fait, il faut surtout utiliser des ressources. Les sites aujourd'hui, ils sont globalement tous faits de la même façon. On a des éléments gauche-droite, visuel à gauche, texte à droite, etc. On a des éléments plus centrés. Voilà. Et l'idée, c'est dans la structure, on part sur quelque chose de classique, mais qu'après, on vienne ajouter une typo qu'on a remarqué qu'on aime bien, une palette de couleurs, on essaie d'implémenter. Voilà, il y a plein de ressources pour ça, pour trouver. Et là, comme tu dis, les images d'Adobe Stock, tu m'aurais pas dit qu'elles étaient d'Adobe Stock, je l'aurais pas vu en fait. J'aurais juste vu un design incroyable avec une structure qui dans le fond, quand on l'analyse un petit peu, elle est globalement simple, mais derrière, ça marche extrêmement bien. On est dans les tendances actuelles et c'est hyper efficace. Donc, faut pas trop se prendre la tête au début, je pense. Quand tu veux démarrer un peu dans le design, il faut réutiliser des codes qui existent et puis peaufiner après, essayer un élément, hop, si je l'essaie d'une autre façon, voir comment ça réagit. Surtout que sur Adobe Stock, si tu crées un compte, tu as 10 images gratuites. Tu crées plein de comptes, tu as plein d'images gratuites. Tu prends une police que tu trouves cool. Tu prends les mêmes couleurs que sur les illustrations que tu as choisies,
et c'est bon, t'as un design. Ouais. Ça, c'est un truc aussi qui est malin, je pense, c'est de partir des illustrations pour choisir les couleurs, par exemple. Tu te prends pas la tête. Nous, c'est le fond qui marche avec cette couleur. Le designer, il a passé plein de temps dessus. Non, c'est cool. C'est vraiment, je pense que Webflow, il faut jamais oublier ce côté-là, quoi. C'est-à-dire que c'est un super outil, mais si t'as pas la bonne manière de l'appréhender, tu vas être face à une plage blanche, tu vas faire des trucs moches. Certes, ça va être hyper technique, mais enfin, tu pourras faire le truc bien avec les super standards du web et tout, mais ce sera moche quand même parce que juste tu t'es aventuré peut-être dans un truc trop compliqué ou t'as pas les codes. Enfin, donc non, ça c'est surtout qu'il y a plein de ressources, tu peux un peu observer des landing pages d'autres boîtes, t'inspirer, donc ça manque pas, quoi. Si tu veux retrouver une fonte, tu retrouves une fonte. Enfin, c'est pas très compliqué, quoi. Non, je pense que ça c'est un des points dans la formation là, justement, essayer d'aider les gens à exercer leur œil en leur montrant des bonnes ressources, en leur montrant des exemples, en leur faisant faire, parce qu'il peut y avoir aussi un côté un petit peu mécanique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as fait plein de fois plein de sites, tu vois, que tu as copié des sites, enfin, on t'a donné des maquettes, choses bien pensées, bah, tu vas prendre l'habitude aussi, quoi. Tu vois, un peu de dire, ok, bon, bah là, il y a toujours un peu cet espacement, à chaque fois que je l'ai fait, il y avait cet espacement, bon, bah si je fais un nouveau truc, partant de zéro, je vais essayer de reproduire ça, quoi. En fait, ça, t'as toute la partie structure qui sont globalement des règles de bonne conduite pour que ce soit agréable à naviguer. Mais derrière, c'est comme tu dis, c'est l'aspect créatif, donc c'est un œil autant en vidéo, autant en design print, enfin, donc pour l'impression ou quoi. Mais c'est un œil que tu pratiques en voyant d'autres sites, en voyant des flyers, parce qu'il faut s'inspirer de tout pour faire du design. Donc non, c'est une bonne manière d'apprendre. Et sur la partie member stack, ça a été facile à implémenter, vous avez un petit feedback là-dessus. Nous, en gros, comme je t'ai dit, au début, on voulait faire la souscription parce qu'on s'est dit, on fait du contenu. Aujourd'hui, t'as envie de consommer du contenu facilement, pas devoir payer du contenu un par un. Tu vois, sur Netflix, t'as pas envie de payer le film à l'unité, t'as envie de consommer. Donc, on a commencé à se dire que MemberStack pouvait être une solution cool. Et surtout qu'on a découvert un peu tard ShareTribe, je sais pas si tu connais, qui est un peu un Webflow pour créer des marketplaces, donc un peu plus optimisé à ce niveau-là, mais qui avait l'air moins cool. Alors on a eu des retours d'ailleurs d'une personne sur le Slack, Magali, qui nous a fait un très mauvais retour sur ShareTribe. Où, elle m'a un peu repris parce que moi effectivement c'est l'outil que je recommande régulièrement parce que dans la communauté US c'est l'outil vraiment qui fait consensus pour lancer des marketplaces. Mais le retour du coup dans la discussion qu'on a eue, c'est que ok, faire un MVP, prototyper, lancer quelque chose, pourquoi pas, mais dans la durée apparemment c'est quand même pas idéal, quoi. Ouais, je sais pas, je suis allé sur leur site, ça m'a pas donné envie. Tu l'as pas senti, le truc? Non, je l'ai pas trop senti. Et voilà, de toute façon, on voulait tester ce truc de souscription, donc on a un peu regardé les solutions qu'il y avait pour Webflow pour intégrer ça, et MemberStack, c'était la solution un peu évidente, quoi. Il y avait un autre truc, ça commence aussi par Member, je sais plus c'est quoi le nom. Oui, ça, mais Memberflow. Non, Memberflow, je crois. Ça ressent un peu. Il y a Flow dedans, c'est sûr, mais alors Memberflow. Et juste une question, par curiosité, du coup je me suis pas inscrit donc j'ai pas vu mais comment tu fais pour, parce que du coup vous n'êtes pas sur la souscription finalement, c'est des achats one shot, donc moi dans mon profil MemberStack je vais retrouver chaque chose que j'ai acheté. En gros nous en fait au début on voulait faire souscription, donc on a fait MemberStack. MemberStack assez simple d'utilisation, enfin ça prend un peu de temps de s'y mettre, je trouve. Mais plus tu le fais, plus tu comprends, donc c'est juste faut le faire en faisant, quoi. Et en fait, après quand on a lancé, on s'est rendu compte que la souscription ça marchait pas trop. Et les gens ils nous ont dit on veut à l'unité, donc on s'est pas trop posé de questions, tu vois. Parce qu'en fait on avait un problème tout simplement de volume et de qualité. On voulait lancer en ayant un certain volume. Pour ça on a beaucoup poussé avec les guides pour avoir au moins une 30aine de tours au lancement, parce que on voulait ce volume, parce que sinon ça justifie pas trop de souscription. Mais aussi voilà, t'as une disparité de qualité qui fait que c'est très compliqué de vendre de la souscription. Aujourd'hui quand tu t'abonnes à une app de méditation, t'as pas des méditations cool et des méditations flinguées, tu vois, surtout quand on est en France, tu vois. Donc voilà, on s'est dit quand même revenons à un truc plus simple, on met des trucs gratuits, comme ça ils peuvent quand même explorer, tester le concept, et après on met des trucs à l'unité. Et en fait ce qu'on s'est dit c'est qu'on va pas se prendre la tête, on va quand même utiliser MemberStack. Et en fait ce qu'on fait c'est que chaque audio c'est un plan MemberStack
Mais c'est du one-shot payment. D'accord. Ok. Et en fait, nous, après, on redistribue au guide. Ok. Tu vois, on leur dit, en fait, quand vous arrivez à 50 € de chiffre, là, on vous redistribue. Ok, d'accord. Donc, comme ça, on fait pas plein de frais de transaction, etc. Mais en gros, c'est pas en mode l'argent va au guide, nous on prend une commission directement, parce que techniquement, c'est compliqué. En plus, voilà, faudrait aller sur du share tribe et tout. En fait, on fait du one shot et après on redistribue, quoi. Ok. C'était la solution de rapidité, quoi. D'accord, non, mais c'est intéressant. Comme ça, on a pu vraiment shifter en 2 jours très rapidement. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient implémenter MemberStack. Tu vois, c'est un bon feedback à avoir dans l'utilisation. Il y a une question que je voulais te poser tout à l'heure, avant de passer un peu à la suite. Vous avez regardé Adalo un peu sur le côté appli mobile? Je l'ai découvert un peu tard. Ouais. On avait vu Glide, j'avais vu un peu Adalo, je crois, à l'époque, mais ça m'avait pas non plus trop convaincu. Ouais. Après, j'ai sûrement tort et j'ai vu que c'est un peu la référence aujourd'hui. Après, il y a des choses qui ont évolué, parce qu'au mois de mai, par exemple, je pense que vous n'aurez pas pu faire le lecteur audio dans Adalo. Ouais. Mais ils viennent de sortir une marketplace avec plein d'extensions maintenant, et il y a notamment un lecteur audio. Et tu vois, en fait, j'y pense maintenant, là, surtout que tu me parles des paiements. Ça, pour le coup, c'est un truc qui est vraiment cool dans Adalo. C'est hyper facile de faire du split de paiement, quoi. Enfin, de découper les paiements avec des commissions, etc. Grâce à Stripe Connect. Okay. Et c'est hyper bien intégré. Enfin, nous, on a des gens dans nos formations qui ont fait ça. Okay. Vraiment, pour le côté marketplace, à ce niveau-là, c'est pas mal. Mais bon, ça ne permettait pas de faire de tout. Est-ce que c'est des audios où si tu bouges de l'appli, il reste ou pas? Je l'ai pas testé, en fait, j'y ai repensé ce matin là, en préparant un petit peu. Je pense que oui, j'espère que oui, parce que quand même un des avantages d'Adalo, c'est que tu peux faire des applis packagées, déployées sur les stores, donc natives. Mais par exemple, effectivement, avec Glide, tu pourrais pas. Ouais, Glide, tu peux pas, c'est pour ça qu'au début on voulait faire Glide et on a fait non, c'est chaud. Parce que Glide, il y a la partie marketplace aussi, tu peux faire, je crois, les partages de paiement, etc. Mais Glide, je pense que vous auriez pas pu. Vous auriez été trop vite limité, quoi. Bah, surtout qu'on avait ce truc, on voulait un peu quand même une couche visuelle, un peu plus immersive. Et en fait, si on faisait avec appli aussi, le problème c'est que vu qu'on voulait tester avec ce format Google Earth, les gens ils devaient installer l'app Google Earth pour utiliser notre produit, ce qui est assez relou, tu vois. Bien sûr. Alors que là, c'est juste un onglet qui s'ouvre. Ouais, non, c'est clair. Non, mais après, maintenant, tu vois, en fait, au début, on parlait du côté audio, mais finalement, tu vois, ce côté visuel, il justifie complètement aussi d'être sur du web, une expérience. En fait, ce qui serait cool, c'est d'avoir les deux potentiellement, quoi. C'est un peu les gens qui veulent vadrouiller, écouter ça en même temps. Ce serait cool. Et puis, moi, je vois bien quand même le côté from your couch, quoi. Vraiment, t'es sur ton canapé. Quand t'es sur ton canapé, tu peux avoir ton ordi, quoi. Je veux dire, ou ta tablette, comme Théo. Et puis, tu fais ton expérience. Donc, c'est intéressant. Pour finir un peu sur les outils, après justement parler des limites que vous avez atteintes, en termes d'automatisation, vous avez un peu des choses, j'imagine, qui tournent un peu automatiquement. Par exemple, sur les guides, là, sur les paiements, j'imagine que c'est pas vous qui faites à la calculette, à la main, tout ça. Si, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas trop de volume, donc on se prend même pas la tête. D'accord. On avait pas mal d'automatisation, en fait, quand on faisait de la souscription. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un système où tu avais un compte, tu pouvais aussi dire que tu avais fini un tour, et donc ça se stackait un peu dans ton compte, donc tu avais tous les tours que tu as fait dans ton compte. Et après, on avait plein de petites autres automatisations à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, on en utilise beaucoup moins, parce que juste on a beaucoup moins de besoins, et MemberStack suffit un peu avec le content. Mais on en avait plus à l'époque. Et on faisait en gros, au début on était pas mal parti sur Zapier, très très rapidement trop cher. Donc on a aussi fait Integromat. Et donc en fonction des intégrations qui existaient, on a fait un mix un peu des deux, quoi. On avait principalement Integromat et un peu de Zapier pour certaines tâches, notamment avec MemberStack qui avait pas trop d'intégration Integromat. Ça, je pense que c'est une bonne stratégie aussi, c'est un bon conseil à partager aux gens. Nous, on fait ça aussi maintenant. C'est-à-dire que il y a des fois, Zapier, c'est pratique parce que de toute façon, c'est que là qu'il y a l'intégration native de certains outils. Sauf que, effectivement, Zapier, ça va très vite aussi en termes de tâches. On atteint vite les paliers. Enfin, nous, ça nous est arrivé là avec le Slack de No Code France qui a explosé. On a toutes nos automatisations d'onboarding qui ont explosé. On a dépassé notre palier. Et quand tu veux passer, par exemple, nous, on est sur le plan à 2000 tâches.
ce qui est déjà quand même pas mal, c'est 60 € par mois. Ouais, nous aussi. Et le truc d'après, c'est 5000 tâches à 90 €, quoi. Ah, 90 $. Super vite. Et donc, je me dis, ok, est-ce que j'augmente pour un mois? Est-ce que. Puis en plus, après, en regardant, je me suis rendu compte que j'avais pas bien optimisé les tâches. Enfin, j'avais des espèces de boucles de tâches. Enfin, une connerie. Mais donc, et par contre, on a d'autres trucs qui tournent sur Integromat. On sait parce qu'on a du volume de tâches et puis juste parce que j'aime bien Integromat aussi. Et ouais, je trouve que c'est un outil assez chouette. C'est une autre logique, mais c'est mon côté développeur aussi. Je trouve qu'il y a on peut faire des boucles. Clairement. C'est moins user-friendly. C'est j'ai ouais. galéré. Ouais, c'est vrai. Non, mais Zapier, c'est imbattable en termes d'ergonomie et tout, c'est hyper facile. Mais les itérations dans Integromat, on peut juste faire des choses qu'on peut pas faire dans Zapier, quoi. Je trouve ça qui me plaît. Mais et donc le mix des deux, en fait, est à la fois cool techniquement, je trouve, et financièrement aussi, quoi. Ouais. Nous, c'est quand on a créé la landing page, on avait ce truc un peu d'automatisation, d'envoi de billets d'avion, je sais pas quoi et tout. Donc on avait quelques petites tâches et tout qui tournaient. Mais en fait, avec le volume, ça allait très vite, tu vois. En un jour, on avait fait, je sais pas, la moitié de notre plan. Et après, on passait au plan suivant à 60 balles. On se disait, putain, on va vite, vite raquer pour envoyer des mails. En même temps, dans un sens, c'est cool parce que ça veut dire que votre truc marchait bien. Et en même temps, vous étiez à un stade où vous ne gagnez pas encore d'argent. Donc, parce que souvent, nous, on a tendance un peu à dire ça, tu vois. Dans le no-code, il y a ce truc un peu de problème de riche, tu vois. C'est-à-dire, quand tu as du monde, c'est que tu dois avoir aussi un peu d'argent et donc tu peux payer les services. En fait, c'est pas toujours vrai, quoi. Au début, tu réfléchis, tu te dis, on est encore en train de tester la proposition de valeur. Est-ce qu'on va commencer à payer les plans hyper chers? Surtout que Integromat, c'est aussi une solution, mais qui est vraiment 10 fois moins cher, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Et en plus, tu as accès à tous les outils, tous les trucs, dès le plan gratuit, en fait. Ce Zapier, c'est un des trucs qui m'énerve un petit peu avec eux, c'est ce côté, il y a des choses que tu peux accéder que à partir de certains niveaux de plan, quoi. Donc ça, c'est aussi un peu, c'est pas juste les tâches, c'est aussi les fonctionnalités en elles-mêmes. Ça, c'est un peu ils te tiennent un peu par les couilles. Ouais, non, c'est clair. Ils savent faire, tu vois. Après, c'est un super outil, mais après, il faut toujours mettre en perspective par rapport au prix que ça aurait coûté, enfin l'argent que tu économises le temps à automatiser et tout, quoi. Bon, c'est ok, super. Et alors du coup, où est-ce que vous en êtes maintenant? En fait, j'avais une petite question avant peut-être d'avoir ça, juste pour savoir un peu comment est-ce que vous impliquez vos utilisateurs. On a vu sur les guides, tu nous as raconté un peu, mais justement, tu nous disais à un moment la souscription, ça marchait pas, on a eu des retours. Comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous récupérez les... Pendant qu'on construisait le produit, donc en gros, le produit, on a mis 2 mois à le sortir. Donc à la fin, on avait 30 tours, on avait le produit tel qu'il était, etc. Et j'avais fait pas mal de tests avec des users, donc des calls live tests, des calls avant, un peu de research pour un peu de comprendre aussi. J'essaie un peu de comprendre juste comment ils visitaient dans la vraie vie, tu vois. Genre juste comprendre ça. Et t'avais un peu 2 écoles, un peu introvertis vs extravertis. T'avais les introvertis qui, tu vois, ils visitent d'eux-mêmes, ils prennent des audio guides et me fait pas chier, quoi. Et t'as les introvertis qui kiffent trop, tu vois, ce côté très interactif, être avec des personnes qui leur racontent, tu vois, être avec des locaux et tout. Ça, c'est les extravertis. Ouais, les extravertis, pardon. Et donc, nous, on s'est un peu rendu compte de ça. Donc, on s'est dit, OK, on va essayer de hacker le truc aussi. C'est-à-dire que nous, c'est plus un contenu d'introverti, en vrai, parce que tu mets ton audio, tu fais ta visite, t'es là, t'es posé, quoi. Et t'avais un autre pan aussi de cette industrie qui s'est développée à ce moment-là. C'est notamment Airbnb Online Experience qui s'est lancé. Donc Airbnb, en fait, ils ont les hôtes Airbnb. Ils ont aussi Airbnb Experience. Donc en fait, dans la vraie vie, quand tu vas en Italie, tu vas aller chez la mama italienne, elle va t'apprendre à faire des pâtes à sa manière, tu vois. Et tu payes pour ça. Et en fait, ils ont lancé ça, mais en online. Et notamment, il y avait des visites guidées. Il y avait plein d'autres trucs qui sont rien à voir avec des visites guidées, mais tu avais notamment des visites guidées où tu pouvais, en fait, t'étais dans un call Zoom avec 10 autres personnes et un guide. Et il te racontait sa ville, parfois même de chez lui, en montrant des photos et des vidéos, tu vois. Et les gens, ils payent pour ça, tu vois. Donc, c'était assez intéressant. Nous, c'était pas du tout la vision produit qu'on avait, tu vois, le live. Parce qu'on voulait faire un truc un peu plus contenu, quoi. Voilà, plus contenu. Et donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que les gens, ils veulent quand même cette interaction avec les guides,
Nous, on veut la donner parce que à la fin de ta visite, t'as des questions, t'as envie de parler au guide, t'as envie de poser des questions. Donc en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que après ta visite, tu pouvais à la fois genre donner une note, donner une review au guide, mais aussi rejoindre notre Discord. Là, on était avec les guides, mais pas dans les mêmes channels que nous, que des channels pour les users. En fait, t'avais des channels pour notre équipe, les users et les guides, et t'avais des channels que pour notre équipe et des channels que pour notre équipe et nos guides. D'accord. Bien sûr. En fonction des rôles qu'on attribue en fait. Et donc l'enjeu c'était t'arrives, tu rejoins Discord et tu peux parler avec les guides, tu peux poser des questions. On fera aussi des lives de temps en temps avec les guides, genre 2 fois par mois ou des trucs comme ça. En fait, c'était un complément de l'offre qui permettait aussi d'augmenter ce côté un peu interaction humaine, quoi. Donc en fait, tu as accès aux visites illimitées, plus à cette communauté, etc. Donc on avait cette proximité avec certains users, et donc c'est avec eux qu'on a pas mal discuté, on a pas mal lancé aussi des formes de feedback aussi pour essayer un peu de capter qu'est-ce qui se passait, etc. Parce qu'on n'avait pas de sign-up, on n'avait pas des chiffres de sign-up incroyables, on avait un prix aussi un peu élevé, tu vois, etc. Donc je pense que c'est un truc qui se testait, mais le problème c'est que les gens, on avait un free trial de 10 jours si je ne m'abuse. Oui, c'était gratuit. Donc. De quoi ? 10 jours c'était gratuit. Ouais, 10 jours gratuits. Et en fait, on se rendait compte que les gens, ils s'inscrivaient, ils essayaient un audio ou 2 et après ils revenaient plus jamais. Tu vois. D'accord. donc là, on a commencé à se dire qu'il y a un problème. Donc on a commencé à parler à pas mal d'utilisateurs, à la fois en one-one, en call et sur des formulaires pour avoir du feedback. Ok, non mais c'est intéressant aussi, du coup vous animez quand même aussi une communauté d'utilisateurs, quoi. Plus que juste avec des formulaires, c'est ce qu'on voulait un peu, mais voilà, très peu. Même ceux qui s'inscrivaient, il y en a très peu qui rejoignaient Discord, qui allaient vraiment poser des questions. Tu vois. Et c'est le truc où la différence entre ce que les gens te disent et ce qu'ils veulent vraiment, quoi. Mais ça viendra peut-être aussi plus avec le volume ou avec. Ou pas, après c'est pas forcément une composante plus importante de votre. Des questions qu'on se pose continuellement, quoi. Ok, et alors dis-nous un petit peu, avant qu'on conclue, justement un peu où vous en êtes, quelles sont les prochaines étapes pour vous, et un peu, parce que je sais que vous commencez justement à réfléchir vous êtes en train de passer à des solutions plus techniques, donc... nous en fait, on s'est rendu compte de pas mal de trucs, après le lancement, en parlant avec les users et tout, de petits problèmes qu'on avait. Donc déjà on avait ce problème, comme je t'ai dit, de qualité, qui faisait que les gens ils souscrivaient pas, donc on est repassé à un modèle transactionnel, mais en gros il n'y avait pas une bonne impression sur certains trucs, parce que il y a certains audios, t'arrives, la qualité est pas très bonne parce que c'est quelqu'un qui a jamais fait ça, il a appris à le faire en 2 mois, enfin tu vois, c'est compliqué de créer de bons podcasteurs audio engineers en 2 mois en partant de rien. Et il y en a qui ont été très impressionnants. Là, on est sur un level où il y a la narration, il y a un peu l'ambiance sonore, il y a le contenu de ce que la personne dit. Enfin, tu vois, c'est quand même. C'est pas juste enregistrer un entretien, quoi. Ouais. T'as un truc, c'est des compétences à avoir, quoi. On avait aussi un autre problème, c'est le format, en fait. En fait, ce format de audio et visuel, il est intéressant, mais il crée 2 problèmes. C'est que de 1, comme vous l'avez vu, tu dois rester derrière ton canapé chez toi, donc tu le consommes que en étant derrière ton écran. Donc en fait, le problème de ça, c'est que tes concurrents, en fait, c'est Netflix, c'est Twitch, c'est YouTube, quoi. C'est en mode, tu vas le consommer le soir chez toi, derrière ton ordi, tu vois. Donc t'es dans un autre type de consommation. Et il y a pas mal de users qui nous ont dit, moi en fait j'ai juste mis l'audio, tu vois. Donc on s'est dit ok, en fait est-ce que c'est vraiment si important, en fait, parce que nous on se disait que oui, tu vois, mais est-ce que ça l'est vraiment? Et on voulait ce truc un peu où, tu vois, Google Earth, la force c'est que en tant qu'utilisateur, en tant que visiteur, en fait, t'es actif, parce que tu dois passer les scènes, tu peux zoomer sur des trucs, en fait. C'est pas un film qui déroule, quoi. Tu dois. C'est ça, t'es pas passif, quoi. Et on voulait en fait cette activité, parce que quand tu visites un lieu dans la vraie vie, tu te rapproches du bâtiment, tu regardes, tu bouges, tu vois, t'as un peu cette activité. Sauf que les gens, ils la veulent pas, quoi.
Ils la veulent pas. Ils veulent que tout soit fait, que tout soit synchronisé, qu'ils aient aucun effort à faire et qu'ils écoutent le truc. Tu vois. Consommer passivement. Consommer passivement. Et donc, voilà, c'est un problème. Et en plus, on avait des limites, c'est que on passe par Google Earth, et Google Earth, c'est pas notre produit. En termes de perspective de développement produit, on est très vite limité. Donc c'était aussi un autre enjeu à prendre en compte plus stratégiquement sur le développement produit. C'était une solution très rapide pour tester, c'était cool, tu vois, mais logique après, de prototypage, quand tu commences à réfléchir à la fois avec les retours utilisateurs et voilà, ta stratégie produit, tu te rends compte que c'est pas forcément idéal, tu vois. Donc, quel est le futur de From Your Couch? Donc il y avait ces deux problèmes, et il y avait encore un autre problème, c'est le use case en fait. En fait, notre use case, c'est le fait de visiter des lieux depuis chez toi. Okay, sauf qu'il n'y a aucun utilisateur qui nous a dit c'est trop cool, j'ai l'impression de visiter un lieu depuis chez moi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, chacun avait une manière de voir l'utilisation qu'il va en faire qui était un peu différente. Il y a des gens qui nous ont dit trop bien, je me rappelle d'un voyage que j'ai fait, ça me rappelle, tu vois, c'est un peu la nostalgie, tu vois. Il y en a qui nous ont dit trop bien, je vais pouvoir planifier mon voyage avec ça, tu vois. Je vais pouvoir un peu voir les lieux avant d'y aller, tu vois. Il y en a qui m'ont dit c'est trop cool, c'est juste tu vois, une expérience audio cool, c'est juste j'apprends des trucs, quoi. C'est vraiment j'apprends, je suis une histoire, tu vois. Donc en fait, t'avais plein de use cases et sans truc très clair qui en fait te dit que c'est cool, tu peux visiter un lieu depuis chez toi. Et je pense que c'est le même truc qui se passe avec Airbnb Online Experience. C'est que eux, ils avaient beaucoup d'expériences de visites virtuelles, etc. Mais aujourd'hui, si tu vas sur leur site, quasiment tous les trucs qu'ils mettent en avant, c'est pas des visites virtuelles, c'est par exemple des trucs pour apprendre à cuisiner depuis chez toi, ou un cours de prof sportif, ou ils ont des partenariats avec des athlètes. C'est un truc où en fait, tu as une valeur très directe à cette interaction, où en fait, tu vas apprendre des skills. Tu vas être dans l'interaction, mais tu vas apprendre des trucs. Ils ont aussi quelques visites guidées et tout, mais j'ai pas l'impression que c'est le segment où vraiment, tu vois, ils se disent les gens vont vraiment visiter depuis chez eux. Après, il y a des personnes qui sont en train de craquer ça. Je sais pas s'ils vont y arriver ou pas, mais il y a notamment une boîte qui s'appelle Occur, qui est très tech pour le coup. C'est-à-dire que eux, en fait, ils ont réussi à développer une solution qui permet de faire des live tours en 360 degrés interactifs. Donc en gros, le guide, il va avoir une caméra avec lui en 360 et il va te faire visiter un truc et toi, tu es en train de jouer et de lui poser des questions et tout. Tu vois. Donc là, tu as peut-être plus ce volet de vraiment je visite depuis chez moi. Ouais, le côté immersif, mais qui fonctionne bien à mon avis, surtout si tu as un casque type Oculus Quest ou un truc comme ça, quoi. Enfin, je pense que le summum de ça, c'est la VR. Et ça, pour l'instant, on sait que c'est quand même pas très diffusé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est hyper intéressant. Moi, je crois très sincèrement que c'est le futur. On n'y est pas encore, quoi. Enfin, ouais, on n'y est pas encore, et de là à créer une expérience incroyable dessus, voilà, ça prend du temps, et même nous, c'est pas forcément le truc qu'on veut faire. Tu vois, on n'a jamais voulu faire de VR. Il y a plein de gens d'ailleurs qui croyaient qu'on faisait de la VR quand on avait notre landing, parce qu'on avait ces trucs un peu 3D et tout, nos petites illustrations. Oui, t'as aussi ce truc où il faut faire gaffe à ta marque et à l'image que t'as, parce qu'elle renvoie à certaines perceptions, en fait. On n'a jamais dit qu'on faisait de VR, tu vois. Donc ouais, je pense que vraiment visiter depuis chez soi, c'est vraiment un truc où il faut aller dans l'immersion très 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 poussée, quoi. Donc nous, c'était d'autres use cases qui sortaient, et donc il fallait qu'on trouve un use case. Donc nous, en fait, on s'est dit on va repartir du truc très simple, on va repartir de l'audio. C'est de l'audio qu'on veut faire, et on va tester des use cases avec des users. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait. Et donc là, où on en est aujourd'hui, c'est que on sait qu'on veut faire de l'audio. Donc en vrai, on sait qu'on veut faire du mobile, parce qu'aujourd'hui, toutes les expériences audio, c'est du mobile. Ça va être plus ou moins de l'audio seul. On veut vraiment être audio first, c'est-à-dire c'est pas que de l'audio. On veut aussi t'apporter d'autres choses qui te permettent de compléter ton écoute, mais qui soient beaucoup moins lourdes en fait que Google Earth. Donc on est en train de réfléchir à ça. On est aussi en train de construire une communauté d'users avec qui on itère sur les formats, avec qui on est en contact quotidien. Mais en fait, on sait qu'on va aller vraiment vers du mobile, et c'était l'intuition qu'on avait de base. Donc en fait, on y retourne, on a beaucoup appris, on voit beaucoup mieux les use cases, les possibilités, là vers quoi on va aller, mais on sait qu'on va aller vers du mobile.
Et donc là, on commence à chercher un cofondeur CTO parce que sur le niveau d'expérience qu'on veut créer, les solutions sont pas super adaptées, quoi. Et après, à Dalo, à voir mais je pense que aller, mais à Dalo, vous pourriez prolonger le côté MVP sur la partie mobile. Mais j'entends bien, tu vois, ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment là où on voit tu faire quelque chose de vraiment très personnalisé, rentrer plus dans l'expérience. Je pense que vous serez limité très vite, quoi. Ouais. Et donc, en fait, vous avez déjà fait toute cette partie MVP avec Webflow. À mon avis, vous pouvez sauter. Je sais pas, cela dit, explore quand même, tu vois, ne serait-ce qu'à titre, tu vois, d'essayer comme ça peut vous faire un prototype pour vous. Mais pas forcément à lancer, mais je sais pas. Non, mais clairement, si ça peut nous permettre d'aller vite, c'est cool. Mais ouais, nous, de toute façon, en fait, de base, on savait qu'à terme, il nous faudrait un CTO et qu'on voulait quelqu'un plutôt en confondeur aussi. Donc, c'est juste qu'on attendait aussi d'avoir plus de visibilité sur qu'est-ce qu'il nous faut niveau tech et où on va, tu vois. Et aujourd'hui, grâce à ce premier produit, en fait, on sait quel produit on va build beaucoup plus facilement, quoi. On a une vision beaucoup plus claire aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Non, mais c'est intéressant aussi parce que le fait d'avoir un CTO dans l'équipe, finalement, c'est aussi un choix. Enfin, je veux dire, comme tu dis, vous avez cette vision tech dans l'absolu, donc ça vient là-dedans. Enfin, donc on avait interviewé dans le podcast Charles Thomas de Comet. Et en fait, souvent, les gens croient un peu à tort qu'ils sont passés à une solution technique au moment où ils ont fait leur levée de fonds. En réalité, c'est avant. C'est la rencontre avec le CTO qui a déclenché la transition du no-code vers le code. Parce qu'ils avaient aussi cette envie, je pense, on ne va pas parler à leur place, mais tu vois, ils avaient cette vision de toute façon. Ils se sont lancés sans CTO. Et ça, je pense que c'est bien, tu vois, comme vous, sans attendre. Mais quand tu le rencontres, quand tu as envie d'en avoir un, il faut y aller, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, le CTO, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire de no-code, ça ne veut pas dire qu'il va faire que du code. Enfin, voilà, mais eux, ça les a fait passer un level au-dessus qui leur a aussi permis de faire les levées de fonds, parce qu'ils sont commencés à aller sur des choses aussi très techniques qu'on sait ne sont pas possibles en no-code, par exemple, comme du data mining, de machine learning, enfin bref, on ne va pas épeler tous les buzzwords de l'intelligence artificielle, mais voilà, c'est voilà, il faut de la technique, il faut quelqu'un qui a cette vision technique, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que le no-code, c'est vraiment une question de liberté, quoi. C'est-à-dire que nous, au début, on voulait lancer, on voulait aller vite, on a pu le faire, tu vois. C'est plus ça, c'est plus te dire je dépends de personne, j'ai pas besoin d'un mec tech pour commencer à valider quoi que ce soit, tu vois. Après tu valides pas, c'est pas la question, mais tu peux avancer, quoi, en tout cas. Ça, faut pas que ça soit une fin en soi, quoi. Faut pas que ce soit une fin en soi de faire j'ai fait un produit parce que je l'ai fait en no-code, quoi. Ça va aider aucun produit à se vendre, quoi. C'est pas le fait de l'avoir fait en no-code, c'est pas un argument. On s'en fout. Ouais, c'est ça. L'utilisateur, il s'en fout. L'écosystème stack, il est là, c'est cool et tout. Ouais, à la limite, voilà, c'est que nous que ça intéresse. On va voir avec quoi c'est fait. C'est ça, exactement. Ouais. On va creuser là-dedans. C'est un vrai truc, ça, de dissocier l'écosystème tech des utilisateurs. Ouais. Mais tu vois, ouais, non, mais c'est clair. Tu vois, et même nous, au début, c'est nous ça nous intéresse, tu vois, dans une démarche aussi un peu inspirante en réalité. Tu vois, là, on savait qu'on te questionne pas mal sur la partie technique, mais finalement, c'est pour montrer l'exemple. Ce qui est important, c'est le projet que tu as lancé, tu vois, et la manière. C'est pour ça qu'on a pas mal parlé aussi. Tu as beaucoup expliqué la démarche, la manière de faire, etc. Et ça qui est hyper intéressant. Et la technique, finalement, elle vient en support de tout ça, mais la technique tout seul, c'est pas une fin en soi. Et ça, c'est vrai pour le code et pour le no-code, finalement. Tu vois. Ça, c'est aussi dangereux d'avoir des CTO et des développeurs qui sont trop à fond sur la technique, parce que des fois, ils perdent la vision produit, projet de la société, enfin, tu vois, un peu la plus grande vision. Bon, bah écoute, tout ça a été passionnant. Alors, j'ai une dernière petite question, mais tu as déjà dit plein de trucs passionnants, mais est-ce que tu as quelques conseils encore, petites choses actionnables pour des gens qui lancent des projets, qui ont des projets? Faites du no-code, hein, si vous savez pas coder. Si vous savez pas vraiment, de pour moi, il n'y a pas de questions à se poser. Moi, j'ai un pote aussi qui était à De Family avant, qui a quitté De Family, il a monté toute sa boîte en no-code et il est allé très loin. Il fait du Bubble, il fait de l'automatisation de fichiers, tu vois, de création de documents, et tout est en no-code, quoi. Ça, faudrait que tu nous le présentes, hein, prochain invité. Non, mais c'est quelqu'un qui s'occupait de l'automatisation à De Family, et nous, on avait beaucoup de problèmes de tâches très chronophages sur la partie légale, parce que De Family, t'as beaucoup de documents légaux à produire, parce que tu travailles beaucoup de boîtes, etc.
des trucs très chronophages où tu refais les mêmes documents, etc. Et des tâches qui prenaient des heures à l'avocate. Mon pote, il a automatisé. Tu vois, c'est un truc qui prend un clic maintenant à la personne. Donc en 5 secondes, elle a fait toutes ces tâches qui prenaient des heures avant, tu vois. Et à partir de ça, il a vu qu'en fait, il pouvait monter une boîte ou automatiser la création de documents, tu vois. Donc je pense que ce qui est cool dans le no-code, c'est que tu peux quand même aller très loin aujourd'hui. Moi, j'étais vraiment surpris à quel point je pouvais aller loin sur From Your Couch en no-code. Au début, on s'est dit, vas-y, on le fait. Et plus je faisais, et plus j'y allais, tu vois. Et t'as plein de petits outils, tu vois. Nous, par exemple, tu vas faire des recherches, c'est pas fou sur Webflow, bah t'as JetBoost et tu peux avoir des recherches super dynamiques et genre, t'as vraiment un niveau de recherche qui est assez élevé, tu vois. Pour mettre des rate and review sur des avis, des revues, des notes, des commentaires sur des tours aussi, il n'y avait pas trop de solutions. Et il y avait Monto qui faisait ça en e-commerce sur Webflow. Nous, on a parlé aux mecs, ils nous ont réussi à nous faire des petites features nous, tu vois, c'est aussi un petit écosystème. Donc, quand tu parles avec les gens, ils peuvent s'accommoder, ils peuvent peut-être aussi découvrir des opportunités pour leur business en travaillant avec toi. Donc, nous, on a pu mettre des avis et commentaires sur tous les tours, alors qu'on n'avait pas un truc d'e-commerce Webflow, tu vois. Et en fait, tu as plein de petits tools qui permettent d'aller super loin. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de barrières. Après, tu peux faire du Webflow, tu peux faire du Bubble. Bien sûr, ça dépend des projets et des affinités avec l'outil aussi. C'est ça, mais je pense quand même tu peux aller très loin, tu peux être surpris à quel point tu peux aller loin, quoi. Donc moi, si c'est à refaire, je refais exactement la même chose. Je me pose pas de questions. C'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu évolues et la seule manière de construire, c'est de faire, tu vois. C'est pas de se poser des questions, parce que plus tu te poses des questions et moins tu agis et moins tu apprends et moins tu construis, quoi. Donc c'est quand même un beau sujet qui permet vraiment de donner les armes à n'importe qui, de créer des produits très rapidement, quoi. C'est bien le but. Est-ce que tu as une dernière question, Théo, éventuellement ? Ouais. En fait, donc ce qui m'a un peu interpellé, c'est qu'au début, tu nous parles de ton passé où tu as fait des bases de code, etc. Tu as appris le code, et du coup, tu en es arrivé à utiliser Webflow, à utiliser JetBoost. Et du coup, est-ce que c'était plus simple d'apprendre Webflow ? En gros, comment s'est passé ton apprentissage ou ta découverte de l'outil ? Est-ce que c'était plus simple parce que tu avais des connaissances de code, ou est-ce que aujourd'hui, selon toi, on peut quand même accéder à Webflow sans connaissances Ouais. Est-ce que tu avais une vision différente en fait avec Je pense que c'était plus simple. Je pense que clairement, Webflow, c'est quand même très calé sur HTML, CSS. Donc, si tu as des bases HTML, CSS, tu comprends plus vite Webflow. Et moi, de Family, je sais, il y a des gens. Enfin, on faisait pas mal de sites sur Wix parce qu'on créait des sites à la chaîne à De Family parce qu'on créait des produits à la chaîne. Et les designers, Wix, ça pose pas de questions, tu vois. Mais dès qu'on leur mettait Webflow, c'était en mode non, on revient à Wix, tu vois. Ouais. C'était pas forcément quelque chose de facile à appréhender, quoi. Donc je pense quand même avoir une compréhension du code et des logiques, ça te permet de plus facilement faire du Webflow, mais même faire de quoi que ce soit en no-code. Je pense que avoir les bases de c'est quoi le code, comment ça fonctionne, je pense que tout le monde devrait les avoir en vrai. Donc ça renforce ça. Mais après Webflow, la force aussi de Webflow, c'est les tutoriels, quoi. Ouais. Et le niveau de documentation et d'accompagnement pour lancer le truc, quoi. Et les tutoriels, surtout en anglais, malheureusement, ils sont rapides, ils sont fun. Moi, je me suis tapé des barres comme jamais sur du tutoriel Webflow. C'est vrai. Je comprends pas comment des tutoriels Webflow auraient pu me faire autant rire, tu vois, mais c'est la réalité. J'étais mort de rire parfois et ça me fait kiffer leurs produits, quoi. C'est con, quoi. Et donc, je pense que quand même les barrières à l'entrée sont certes plus élevées que sur un Wix, mais je pense que quand même tu peux aller beaucoup plus loin que sur un Wix. Et donc ça vaut le coup, et même intellectuellement tu comprends mieux comment fonctionne le code. Donc, ouais, c'est ça, tu as un retour après, tu dis ah oui d'accord, ce que je tapais du coup ça réagit comme ça. Ouais, c'est ça, tu as ce retour après. Même si tu veux commencer à faire des trucs un peu plus poussés, mettre des scripts, etc., mettre des trucs et tout, tu comprends plus facilement comment fonctionnent les trucs, quoi. Ouais, forcément. Tu comprends c'est quoi des balises, quoi. Ouais, voilà, déjà.
Non, puis tu as cette satisfaction aussi de monter, même de tout connecter. Tu te pensais qu'aller, connecter des filtres dynamiques, par exemple, ça allait te prendre un temps fou. Alors que finalement, tu découvres JetBoost. Déjà, tu es content d'avoir découvert ça. Tu l'intègres. Tu es encore plus content d'avoir passé 1 heure à peine à intégrer ça. Et ça réagit hyper bien, c'est scalable, etc. C'est 5 minutes, quoi. C'est ça. Et ils sont trop forts. C'est incroyable. Genre, leur implémentation, elle est trop cool. Ouais. Genre, vraiment, tu fais ça, ok. Après, ils te font, ouais, t'as réussi. Voilà. C'est vraiment, ils ont très bien réussi. Hein. Franchement, je suis super impressionné par la manière. Parce que c'est quand même. C'est un sujet complexe, tu vois, d'implémenter des recherches dynamiques et tout. Mais ils ont réussi à le rendre vraiment seamless, quoi. Ouais. Et puis c'est comme ça que tous les outils, de plus en plus d'outils. Il y a Weglot pour faire de la traduction, c'est pareil. Ouais. Pour traduire un site, ça se fait maintenant en un temps record. Il y a plein d'outils. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les lacunes, entre guillemets, de Webflow sont couvertes par des petites startups qui viennent adresser juste une problématique très spécifique. Comme JetBoost, je pense que c'est vraiment un bon exemple. C'est un mec tout seul. Il n'y a pas de recherche dans Webflow. Et moi, je vais le faire, je le fais bien. Et puis voilà, après un jour, Webflow le fera, comme Stack, c'est les prochains sur la liste, à mon avis. Je pense. Mais ils le savent et tout, tu vois. Mais ils vont petit à petit. C'est un truc très ouvert, très intégré. Je pense que c'est très intelligent de faire ça comme ça. Hein. Non, c'est clair. Ça a comblé la lacune. Après, c'est un coût, tu vois, parce que tu as plein de tout le. Ça, c'est vrai. C'est une des limites, tu multiplies les prix, effectivement. Alors, dernière petite question qu'on pose à tous nos invités. Alors, c'est bon. On demande toujours, est-ce que si tu avais un side project à faire en no-code, qu'est-ce que ça serait ? Alors toi, tu as déjà plus ou moins un projet, mais je sais pas, est-ce que tu as d'autres idées, tu vois, une petite idée comme ça que tu fais pas forcément, mais que potentiellement tu t'aurais dit avec du no-code, j'aurais pu le faire facilement. Il y a le truc événementiel que j'avais essayé de lancer, c'était vraiment le truc où, je sais pas, il y avait un boulevard. Il y avait un boulevard, enfin bref, un jour peut-être. Sinon là je t'avoue que je suis tellement la tête dans le guidon que je pense pas trop à autre chose. Il y a pas de souci. Mais non, en vrai si, parce que même là on pense à des trucs en ce moment. On pense à agréger des podcasts sur des sujets de culture et d'histoire pour faire de l'acquisition. En fait les gens, tu vois, des trucs historypodcast.co, t'as de l'agrégation de podcasts, les gens ils vont dessus parce que des podcasts et derrière t'as que des ads pour rediriger vers nous, tu vois. Donc un peu des trucs, c'est des side projects d'acquisition pour nous, tu vois. D'accord, non, c'est intéressant comme stratégie. Pas un side project moi perso, mais c'est un bon exemple. Mais t'as des trucs comme ça. Après, non, je t'avoue qu'en ce moment, j'ai pas. J'y pense pas trop, quoi. Ouais, non, mais c'est quand on a un projet. En fait, cette question, je me rends compte plus qu'elle marche bien avec les gens, genre les experts no-code, les éditeurs, tu vois, qui. Voilà. Mais les gens qui ont déjà un projet sur lequel ils travaillent, ils n'ont jamais le temps d'en faire un autre, tu vois, c'est déjà tellement. Mais bon, on la pose toujours parce que j'aime bien, ça fait une continuité. Moi, je dois rentrer dans une logique d'obsession, quoi. Non, je vois très bien, mais c'est normal, c'est l'obsession de l'entrepreneur aussi. Et merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur Twitter, sur LinkedIn, tout simplement. Okay. on mettra les liens. Ok, super. Et écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et à bientôt et bonne chance pour From Your Couch. Merci beaucoup. Salut. Salut. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel Podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils No Code, si c'est pas déjà le cas, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.